Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette séance de rattrapage du décryptage de l'actualité de la rentrée. Le Syndicat national des arts vivants, le SINAVI, a pensé cette rencontre comme un moment d'information de ses adhérents et des compagnies et des lieux indépendants du secteur. Je vais commencer par vous présenter le syndicat, puis nous parlerons du cadre budgétaire 2024 du spectacle vivant, dans lequel nous trouvons le mieux produire, mieux diffuser. Puis nous parlerons de liberté de création, et enfin nous terminerons par l'éducation populaire et la ruralité. Qui sommes-nous ? Nous sommes un syndicat employeur. Le SINAVI, Syndicat national des arts vivants, a été fondé en 2003 par des compagnies, des ensembles de compagnies qui étaient réunis dans des collectifs, parfois informels, et qui ont considéré, au moment de la crise de l'intermittence en 2003, marquée notamment par l'annulation des festivals, et du Festival d'Avignon en particulier, que leur voix était insuffisamment représentée par les syndicats en place. Le SINAVI milite pour un changement de paradigme, passer du ruissellement à l'irrigation par la racine, en remettant la création au cœur des politiques publiques de la culture, par un soutien direct aux équipes et aux lieux indépendants. De cette fondation, le SINAVI a gardé une organisation très décentralisée, fondée sur des délégations régionales, qui est portée par des militants, qui sont les premiers interlocuteurs à la fois des adhérents sur place et des politiques publiques locales. Notre organisation repose sur une assemblée générale qui s'est réunie au mois de décembre à Lyon cette année. Elle a élu des élus en direct au sein d'un conseil national. Ce conseil national est composé des délégués régionaux, dont je vous parlais juste avant, et effectivement de 9 élus en direct. À l'intérieur de ce conseil national, un bureau est élu. Il est formé de 7 membres qui, pendant 2 ans, vont mettre en œuvre leur mandat. Nous avons une équipe salariée formée de 3 salariés au niveau national et de salariés qui sont attachés à l'organisation et au fonctionnement de certaines délégations régionales. Nous représentons essentiellement des compagnies et des ensembles musicaux. Ce sont les chiffres de 2022. Nous représentons également des lieux intermédiaires et indépendants et également des structures d'accompagnement et des bureaux de production et quelques festivals. En termes de discipline, la discipline qui est la plus représentée, c'est celle du théâtre, mais nous voyons également que nous représentons la discipline du cirque, du clown, des marionnettes, des arts de la rue, de la danse, de la musique et de façon générale beaucoup de structures qui développent des activités pluridisciplinaires. Vous êtes essentiellement structurés en association, bien que on voit se développer petit à petit des modèles nouveaux de SIC et de SCOP, que d'ailleurs nous soutenons au SINAVI. Si l'on regarde la cartographie de notre représentation régionale, on voit qu'il y a effectivement des délégations qui historiquement portent de nombreux adhérents et certaines délégations qui comptent assez peu d'adhérents SINAVI. La carte 2023 devrait voir évoluer en grande partie cette composition. Que faisons-nous au SINAVI pour les adhérents ? Nous avons d'abord un pôle accompagnement dans lequel s'inscrit un pôle conseil, un pôle de pair à pair. En tant qu'adhérent ou en tant que structure, vous pouvez nous contacter en direct sur des questions qui portent sur la mise en œuvre de vos activités au quotidien, le FONPEPS, vos obligations réglementaires, vos obligations en tant qu'employeur. Et ce sont des bénévoles, des praticiens qui vous répondent en direct. Dans ce pôle accompagnement, nous structurons également des boîtes à outils. C'est le cas en matière de VHSS, violence et harcèlement sexuel et sexiste. Nous sommes en train de structurer également une boîte à outils en matière de transition écologique et nous travaillerons sur l'année 2024 aux pratiques salariales en lien avec l'AFDAS. Nous avons des activités régulières de publication, ça a été le cas notamment en 2022 où nous avons mis en place avec le syndicat de cirque de création une plateforme politique au moment des élections présidentielles. Et en 2023, nous avons travaillé au travers de la tournée du soulèvement des compagnies à un tour de France des propositions et des enjeux des compagnies et des lieux sur les différents territoires. En 2024, nous devrions mettre en œuvre une nouvelle plateforme politique issue de ce travail autour du soulèvement des compagnies.
Nous avons par ailleurs des plaidoyers récurrents. C'est le cas notamment de tout ce qui concerne les droits culturels, les lieux intermédiaires et indépendants, la question de l'égalité femmes-hommes et la transition écologique. Les rencontres peuvent se dérouler au national, sous forme généralement de webinaires, mais surtout dans vos délégations. C'est là que vous pouvez avoir des rencontres privilégiées avec les délégués régionaux et les autres compagnies et lieux adhérents, l'objectif étant de pouvoir travailler à partir des enjeux spécifiques du territoire. Que syndicats, nous avons des actions auprès des politiques publiques et dans le champ du paritarisme. Pour les politiques publiques, nous intervenons au sein du Conseil national des professions du spectacle, le CNPS, qui réunit à la fois le spectacle vivant et l'audiovisuel public. Dans sa forme plénière, il se rencontre une fois par an, sous l'égide du ministère de la Culture, et c'est le moment où nous pouvons partager les orientations des politiques publiques en matière de culture. Il se réunit également en sous-commission, c'est à cet endroit-là que l'on travaille notamment sur le fonds PEPS, et il existe un bureau qui est un endroit plus privilégié pour dialoguer avec les partenaires publics. Il y a son pendant au niveau régional, le comité d'orientation régional des professions du spectacle, qui réunit là également les organisations représentatives du secteur et qui sont des endroits où il peut y avoir des concertations avec la région et l'État et qui permettent de travailler sur les enjeux spécifiques à la région. Nous sommes représentés dans quasiment toutes les COREPS en France par nos délégués régionaux en région. En tant que syndicat, nous agissons également à l'endroit du paritarisme dans les deux conventions collectives du privé et du public. La CCNEAC, c'est celle du public, c'est là où vous êtes le plus représenté, et puis la CCNSVP, c'est celle du privé. À cet endroit-là se négocient les négociations annuelles obligatoires, mais également l'ensemble de votre cadre de travail qui sont intégrés dans les conventions collectives. Nous sommes également présents au congé spectacle, à audience, sur les politiques de la formation, à l'AFDAS et à la CPNEF-SV, qui a un rôle d'observatoire des métiers dans le champ. Et enfin, nous sommes présents à la FNAS et au casque. Voilà pour ce premier petit tour d'horizon. Pour ce qui est du décryptage de l'actualité, nous allons démarrer par le cadre budgétaire 2024. Chaque année, la loi de finances obéit à un calendrier qui démarre généralement au mois de septembre et se termine au mois de décembre. Cette année 2023, qui a donc permis l'élaboration d'une loi de finances 2024, a été marquée par une adoption au mois de décembre par le biais de 249.3 pour les recettes et pour les dépenses, et a permis l'adoption donc d'une loi 2024. À l'intérieur de cette loi, il y a évidemment une loi qui s'appelle le projet de performance pour la culture, qui est spécifique au champ du spectacle vivant et de la culture. On a une augmentation de 6% du budget de la culture. On verra qu'il y a évidemment des disparités dans la répartition de ces moyens. Cette loi est organisée en 4 programmes. Le programme patrimoine qui enregistre la plus grande augmentation. Le programme 131, on y reviendra, c'est le programme qui nous concerne le plus, création. Le programme 361, la transmission des savoirs et démocratisation de la culture, ça concerne le Pass Culture. Et puis le programme 224, le soutien aux politiques publiques, qui concerne le fonctionnement des DRAC et de la DGCA. Quand on regarde un peu plus près le programme 131, on voit qu'effectivement, il y a une augmentation inégale des différentes lignes. La première augmentation concerne le mieux produire, mieux diffuser, qui est doté d'un peu moins de 9 millions d'euros. On y reviendra juste après. La deuxième augmentation concerne le soutien à l'emploi artistique et les artistes auteurs. On a à cet endroit-là une augmentation de 5 millions d'euros des mesures du fonds PEPS dans sa version 2023-2025 et 4 millions qui servent à payer une partie des quotes-parts des cotisations sociales des artistes auteurs. La plus grande augmentation concerne le renfort des moyens des opérateurs des structures de la création, les lieux labellisés, les CDN et l'ensemble des opérateurs publics du service de la culture. On voit qu'il y a une augmentation de 20 millions d'euros au niveau national et territorial dans le contexte de la hausse des coûts, ce qui nous amène à une augmentation globale de 41 millions d'euros. Dans cette loi de finances, pas plus que
Dans le mieux produire, mieux diffuser, nous ne trouvons deux mentions spécifiques qui concernent les compagnies et les équipes artistiques qui semblent avoir été en partie éludées. Vous signalez qu'en 2023, nous avons été auditionnés par la commission culture de la NUPES qui nous ont permis de pousser une partie de nos plaidoyers, dont la mise en place de conventions de résidence territoriale, le soutien et la consolidation des lieux intermédiaires et indépendants, la diffusion par les producteurs et les créateurs eux-mêmes au travers de l'extension du soutien à l'autodiffusion aux structures subventionnées, et puis de manière générale l'indexation des aides sur les masses salariales. Cette audition a permis la mise en place d'un amendement qui n'a pas été retenu, mais qui a notamment permis de remettre en avant la question des lieux intermédiaires et indépendants comme maillon important du spectacle vivant dans les territoires ruraux notamment. Pour ce qui concerne le mieux produire, mieux diffuser, il faut savoir d'abord qu'il a été donc présenté une première fois au mois de juillet par la DGCA, au Festival d'Avignon, et qu'il s'est organisé autour d'une concertation entre le mois de septembre et le mois de décembre. Au mois de janvier, nous avons eu une première restitution de cette concertation nationale au sein du bureau élargi du CNPS. Qu'est-ce que c'est que cette grande ambition qui est portée par le ministère de la Culture? D'abord, il repose essentiellement sur les scènes labellisées, les centres dramatiques nationaux, les compagnies conventionnées, les opéras, bref, ce que l'État appelle les opérateurs publics de la culture. Il s'appuie sur plusieurs rapports, dont le rapport Canjou, le rapport de 2022, qui avait été confié à un cabinet conseil extérieur et qui avait émis un certain nombre de préconisations. Nous avions à l'époque indiqué être étonnés de ne pas avoir été consultés pour la mise en place de ces préconisations. Il s'appuie également sur le rapport de la Cour des comptes de 2023 qui établit qu'en 2019, le nombre de représentations pour un spectacle est de 3,7 fois dans un centre national et de 2,3 fois dans une scène nationale. Il s'appuie également sur le livret Mutation écologique du Syndéac qui a été publié au mois de mars et on retrouve une partie des préconisations du Syndéac au sein de cette réforme. Le CINAVI s'étonne du paradoxe entre cette grande ambition qui est présentée et des moyens alloués qui semblent être assez faibles au regard des enjeux. 8,5 millions, c'est effectivement l'équivalent du budget annuel d'une scène labellisée dans une grande ville. Si on regarde d'un peu plus près, quel est le cadre du ministère pour se mieux produire, mieux diffuser? Comme vous l'aurez compris, la première ambition de ce programme, c'est de réduire l'écart entre le nombre de productions et le nombre de diffusions. Le deuxième enjeu, c'est aussi d'améliorer la question de la transition écologique dans le secteur. Alors, mieux produire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des coproducteurs moins nombreux, mais plus engagés. On trouve à cet endroit notamment un plancher fixé au label d'une coproduction à hauteur de 5 000 € minimum. On retrouve de la même manière, dans les conditions d'accès aux aides de la DRAC pour la création, l'obligation d'avoir au moins un coproducteur engagé à hauteur de 5 000 €. Mieux produire, c'est également renforcer la durée et les moyens dédiés à la production, c'est ne pas affaiblir l'expérimentation, c'est garantir la diversité des formes et préserver la liberté de création. Mieux diffuser, qu'est-ce que c'est? C'est encourager les séries plus longues et les tournées plus cohérentes et éco-responsables, c'est mettre fin aux clauses d'exclusivité, c'est faciliter les reprises et l'amortissement des productions et c'est optimiser la diffusion européenne et internationale. À partir de cette feuille de route qui a donc été confiée à l'ensemble des organisations syndicales et aux fédérations, l'État a émis 6 axes qui ont été présentés au mois de janvier 2024. Ces 6 axes sont déclinés en multitude d'actions que je ne vais pas vous présenter là, mais je vais vous donner quelques éléments pour que vous ayez une grille de lecture de ces 6 axes. Le premier axe, c'est soutenir les formes de coopération et de mutualisation et supprimer toutes les entraves à la coopération. C'est à cet endroit-là que l'on trouve notamment la suppression de la clause d'exclusivité. C'est également à cet endroit que l'on trouve des enjeux de coopération entre les scènes labellisées et les CDN afin qu'ils puissent faire tourner un spectacle plus longtemps. Et on trouve notamment des préconisations de transparence des programmations afin qu'un spectacle diffusé à un endroit puisse l'être dans l'ensemble de ce réseau.
Le deuxième axe, c'est favoriser la production et la diffusion sur des temps longs dans un souci d'irrigation artistique des territoires et de conquête des publics. À cet endroit, on trouve notamment des enjeux de structuration des réseaux locaux dans lesquels la DGCA indique identifier à la fois les lieux non dédiés et les lieux intermédiaires et indépendants, l'objectif étant de permettre un allongement des séries par le biais du hors-les-murs qui pourrait intégrer ces réseaux locaux de diffusion des spectacles. Tenir compte de l'évolution des pratiques des habitants à tous les âges de la vie, à cet endroit-là, on trouve beaucoup d'éléments qui concernent notamment le jeune public et qui permettraient une ouverture plus large des lieux aux horaires et au rythme de vie de ces publics, notamment l'ouverture pendant les périodes scolaires et puis pendant la journée, notamment les mercredis. Le quatrième axe, c'est mettre en œuvre une politique volontariste d'accompagnement à la transformation écologique des secteurs de la création. On trouve des éléments autour de l'intelligence artificielle, du numérique et de l'accompagnement des différents dirigeants à la mise en place de transition écologique dans leur organisation, et puis également des éléments sur la mutualisation du matériel. L'article 5, c'est travailler à la professionnalisation et à l'insertion des acteurs du secteur et veiller à l'attractivité de nos métiers. Hormis les éléments de formation qui concernent la vie des salariés et des professionnels dans le secteur, on trouve des éléments sur les bureaux de production et la promotion par la DGCA du développement de ces formes d'accompagnement qui, encore une fois, pour la DGCA, sont les instances privilégiées d'accompagnement des équipes artistiques et notamment des créations. Le dernier élément, l'axe 6, renforcer le partenariat avec les collectivités locales, c'est un élément important. À l'intérieur de ce mieux produire, mieux diffuser, il y a un pacte financier avec les collectivités. Pour l'instant, nous avons 2 éléments de lecture. Ils concernent donc le versement du 1 euro, 1 euro. Première hypothèse, l'État, au travers des DRAC, finance un lieu ou un projet ou un équipement dans le cadre du mieux produire, mieux diffuser, à condition que la collectivité mette le même montant sur le même projet ou le même équipement. Deuxième possibilité, l'État soutient un projet ou un équipement dans le cadre du mieux produire, mieux diffuser, et demande à la collectivité qu'elle mette le même montant, pas forcément sur le même projet, mais toujours dans le cadre du mieux produire, mieux diffuser. C'est un élément qui nous paraît particulièrement important parce que les collectivités territoriales sont les premiers partenaires des compagnies et des lieux intermédiaires et indépendants. Nous avons évidemment une lecture critique de ce plan mieux produire, mieux diffuser. Comme je vous le disais en introduction, nous avons forcément une interrogation sur l'ambition de ce plan et les montants attribués. On estime donc qu'il y a eu un effet d'annonce important dans ce mieux produire, mieux diffuser. On s'étonne évidemment de la lecture de ce qu'est le spectacle vivant en France selon la DGCA, puisque de notre côté, nous estimons qu'au-delà des lieux labellisés, des CDN et des opérateurs publics, il y a tout un pan du spectacle vivant d'intérêt général qui est représenté notamment par les compagnies indépendantes qui sont les premières créatrices de spectacles en France. Les lieux de diffusion dépassent à notre sens largement les lieux labellisés pour notamment recouvrir tout le réseau des lieux non dédiés, des lieux intermédiaires et indépendants, des théâtres municipaux, du festival et bien sûr de la rue. On s'appuie sur une série d'enquêtes, notamment celle de l'année dernière, Création, Diffusion, Infusion, qui nous a permis de recueillir un peu plus de 250 réponses et qui nous a démontré qu'effectivement, le premier lieu de diffusion des spectacles des compagnies indépendantes, eh bien, c'était les lieux non dédiés, les écoles, les bibliothèques, le milieu carcéral, les hôpitaux, etc., etc. Le deuxième lieu, c'était les lieux intermédiaires et indépendants, puis les théâtres municipaux, puis la rue, puis les festivals, sachant que nous avons extrait des festivals, le Festival d'Avignon, et enfin les scènes conventionnées. Nous sommes donc un peu étonnés que autant de moyens, notamment en termes de communication, soient dédiés à un pan qui ne représente, nous semble-t-il, absolument pas l'ensemble du spectacle vivant en France. Nous avons évidemment une série d'inquiétudes à la lecture de ce plan et de toutes les prises de parole qui ont pu être portées depuis. D'abord, évidemment, on constate une industrialisation accélérée du spectacle vivant. On voit d'ailleurs, au travers des termes qui sont utilisés, qu'on passe de la création à la production.
On voit que de manière générale, le travail des compagnies est totalement invisibilisé, voire méprisé. Ce qu'on peut observer, c'est évidemment la mise en place de nouvelles manières de travailler, dont le Pass Culture en est l'un des emblèmes, avec une forme de libéralisation de l'offre de l'éducation artistique et culturelle et la distinction de cet acte de la création, du processus de création globale. Un phénomène de concentration où on voit bien que, au-delà de la terminologie, là encore utilisée, de coopération, de transparence, de programmation et de mutualisation, ce qui s'organise, c'est surtout une concentration des moyens sur les scènes et les lieux qui sont pilotés en partie par l'État et qui agissent sous forme d'interlocuteurs uniques et qui organisent ensuite la sous-traitance, la production déléguée et des formes de hors les murs. Une concurrence accrue, vous avez été nombreux à nous le dire, notamment justement sur la mise en place du hors les murs, où on voit se développer de plus en plus ces formes sur les territoires qui arrivent souvent avec des cofinancements et qui par ailleurs sont en capacité de proposer aux collectivités parfois de la gratuité sur la mise en œuvre de ces spectacles. Par ailleurs, et ça va avec cette logique d'industrialisation, on voit que sont pris de manière séparée dans la chaîne de production l'ensemble des métiers et qui détricotent le fonctionnement de la compagnie. Et dans ce volet, on voit notamment la mise en œuvre, la mise en exergue du fonctionnement des bureaux de production et on entend de plus en plus des nouveaux statuts arriver, dont celui de l'auto-entrepreneuriat qui pourrait être une des voies pour le spectacle vivant et ce qui nous inquiète pas mal. Enfin, et c'est peut-être le plus important, on assiste à une normalisation de l'offre culturelle qui contrevient à la fois à la mise en œuvre des droits culturels, mais aussi à la diversité artistique. Nous avons apporté une série de propositions, à la fois au niveau national et aujourd'hui au travers de nos délégations auprès des DRAC, une série de propositions pour chacun des axes de ce mieux produire, mieux diffuser. Sur la création, ce que nous défendons, c'est la pluriannualité du financement à la création. Effectivement, se dire qu'il vaut mieux irriguer à la racine en prenant en compte l'ensemble des fonctions nécessaires au processus de création. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il est absolument indispensable d'intégrer dans les demandes de subvention, mais aussi dans les coûts de cession, les montants qui sont nécessaires au processus global artistique, en intégrant notamment les fonctions d'administrateur, administratrice, chargé de prod, chargé de diff. Nous soutenons les conventions de territoire qui incluraient également les lieux intermédiaires et les lieux non dédiés, la mise en place d'un système de tirage au sort dans l'aide à la création. C'est une mesure proposée en 2022 dans le cadre de la réforme des comités d'experts. L'idée étant que les comités d'experts, en tout cas le constat, est que les comités d'experts sont souvent juges et parties et que donc toute une série de créations échappent régulièrement au radar de la création. Donc, l'objectif est que 10% du budget global puisse être déterminé à un tirage au sort et permette chaque année de renouveler le champ des créations. Enfin, l'idée d'une reconnaissance de la diversité des producteurs, des coproducteurs et de leur impact territorial. Vous êtes nombreux à nous avoir indiqué que lorsque vous agissez notamment en milieu rural ou dans le spectacle vivant jeune public, l'enjeu d'avoir plusieurs coproducteurs pour atteindre les 5 000 € de coproduction, c'était aussi d'arriver avec des partenariats solides sur un territoire pour améliorer aussi l'impact que vous pouviez avoir. Sur la diffusion, nous préconisons l'élargissement du soutien à l'autodiffusion, dispositif également développé en 2022, testé en 2023 entre le mois de juillet et le mois de décembre. Il recouvre l'enjeu de permettre, dans le cadre de tournées raisonnées, à des compagnies qui souhaiteraient travailler sur des dates intermédiaires, qu'elles puissent prendre en charge une date en autodiffusion et que via ce dispositif de soutien, on assure de l'équilibre des recettes. C'est-à-dire que si
vous parvenez, grâce à la billetterie, à un équilibre ou à des excédents, le dispositif n'intervient pas. À l'inverse, si vous avez un déficit, eh bien, le dispositif le comble. Étant entendu que ça intègre à la fois les coûts plateaux et également les coûts liés, 15% des coûts liés à la production globale du spectacle. Ça a été testé donc insuffisamment selon nous. Nous demandons à la fois une prorogation et puis une augmentation, un élargissement afin d'en faire bénéficier les structures d'intérêt général. Nous proposons la mise en place de référentiels de relations professionnelles entre les lieux et les compagnies, d'autant plus indispensable dans le cadre de cette organisation qui concentre les moyens et les pouvoirs au lieu. Il nous semble important qu'on puisse se mettre d'accord sur une charte des bonnes pratiques et sur un travail professionnel entre lieux et compagnies. L'idée de préserver aussi des plages de programmation ouvertes dans le cadre des tournées raisonnées, pour qu'une compagnie qui serait programmée à moins de 200 km d'un lieu puisse, pourquoi pas, être programmée dans ce lieu-là. Nous demandons un rééquilibrage également des moyens de production entre le label et le hors-label, et le soutien au développement de la consolidation des lieux intermédiaires. En matière d'emploi et de formation, au-delà de l'indexation de l'ensemble des aides à la masse salariale, nous travaillons à la promotion égalité femmes-hommes. Nous souhaitons mettre en place un observatoire, et nous estimons qu'il serait important qu'il y en ait un de manière générale qui concerne toutes les phases depuis la production jusqu'à la diffusion. Nous défendons également le compagnonnage comme une voie privilégiée pour accompagner les nouveaux entrants, les nouvelles compagnies, à côté, en prenant appui sur l'expérience, sur l'expertise de compagnies plus expérimentées. Nous demandons le soutien à la création d'un référentiel de rôle et des missions des bureaux d'accompagnement et de production. À l'heure où ce modèle est mis en avant et se développe, il nous semble important que l'on puisse se mettre d'accord sur le cadre de ce métier et de la manière dont il va travailler justement avec les compagnies. Nous soutenons la mutualisation d'emploi et nous aimerions de nouveaux cadres, notamment pour les groupements d'employeurs, en améliorant notamment le cadre fiscal, et puis, de manière générale, le développement et le soutien de toutes les formes de coopératives. Enfin, et bien que ce ne soit pas pour le CINAVI un axe à part, mais un axe transversal, nous soutenons, dans le cadre du mieux produire, mieux diffuser, l'idée du financement des pratiques de mutualisation de matériel, et pas uniquement en direction des lieux labellisés, mais aussi des compagnies sur les différents territoires, le soutien des démarches d'éco-conception et d'éco-construction, et la valorisation des tournées en mobilité douce. En 2024, nous allons porter la voix des compagnies et des lieux pour faire valoir ce qui existe déjà, parce qu'effectivement, des milliers de compagnies et de lieux sont déjà à l'œuvre. Nous allons engager une campagne de promotion et de communication sur les initiatives et les expériences et les démarches menées déjà par les compagnies. Pour ce faire, un appel à témoignages vous a été envoyé. Il serait intéressant que vous puissiez y répondre, même si vous ne répondez pas à tous. Et puis, nous allons structurer à partir de ça un kit de valorisation à destination des compagnies et des lieux indépendants en direction des collectivités et des partenaires publics. Nous allons ouvrir également des espaces de débat et de sensibilisation aux élus locaux, aux techniciens, aux chargés de mission, aux scènes labellisées et aux agences régionales pour qu'on arrive à une meilleure compréhension du travail réel des compagnies sur les territoires. Nous irons vers un rééquilibrage des lieux, c'est ce qu'on disait juste avant, l'idée de créer des référentiels à partir de ces échanges et de ces débats qui permettent d'améliorer le travail et les relations entre les lieux et les compagnies. Et enfin, nous veillerons aux enjeux de démocratie et de transparence, puisque aujourd'hui, le mieux produire, mieux diffuser a une certaine opacité dans la mise en œuvre de ces moyens. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il y aura des appels à projets. A priori, nous avons plutôt entendu qu'il n'y en aurait pas. Et donc, il sera important de savoir comment seront utilisés ces fonds publics. Voilà, c'est fini pour le mieux produire, mieux diffuser. J'aimerais vous parler rapidement de liberté de création, puisque dans ce tableau que nous sommes en train de dresser, nous sommes inquiets des entraves à la liberté de création qui se multiplient. Au BIS de Nantes, l'Observatoire de la liberté de création, piloté par la LDH, a d'ailleurs fait état d'une augmentation des saisines de l'Observatoire en 2023, ce qui confirme effectivement notre propre lecture.
Il y a un cadre légal qui protège la liberté de création, c'est la loi LCAP. C'est dans cette loi qu'on retrouve également la transposition des directives européennes sur les droits culturels. Et on constate que cette loi est soit méconnue, soit mal mise en œuvre. Il y a un contrat d'engagement républicain qui, lors de son décret en 2021, a soulevé quelques inquiétudes, de nombreuses inquiétudes d'ailleurs, à la fois du mouvement associatif et des différentes organisations représentatives, dont le SINAVI, sur ce que ça pouvait avoir comme conséquence pour le champ associatif. Il se trouve qu'en 2023, pour la première fois dans le spectacle vivant, une compagnie a eu un rejet de subvention pour des motifs d'action contraires au contrat d'engagement républicain. Cette structure a fait une action en justice sur un dépôt d'abus de pouvoir. Et nous nous sommes engagés en tant qu'intervenants volontaires au sein de cette procédure pour défendre la liberté de création. Mais à côté de ce cas très emblématique, on trouve aussi toute une série de rejets qui n'ont pas de motif et qui se multiplient et qui mettent en insécurité financière les compagnies. Effectivement, on a eu beaucoup de témoignages de structures qui ont des avis favorables techniques et puis derrière qui ont des avis d'élus qui finalement rejettent ou qui baissent complètement la subvention. On constate également la multiplication et la disproportion des contrôles administratifs ou policiers. Et puis on voit des cas d'irrespect de la loi LCAP avec des censures de plus en plus nombreuses, notamment des groupes de pression qui vont agir auprès des collectivités, parfois des maires, pour demander l'annulation d'un spectacle lorsque le sujet contrevient, selon eux, à l'ordre républicain. On trouve notamment là-dedans l'ensemble des sujets qui vont toucher par exemple au genre. Et puis on voit des cas de représailles également de plus en plus nombreux pour des engagements militants, y compris en allant regarder les pages Facebook des structures, des personnes qui composent les structures et qui vont prendre des décisions de rejet, évidemment non explicitées à l'écrit, mais explicitées à l'oral comme étant des actes de censure politique. Face à ça, nous avons décidé de travailler de manière systématique en rappelant la loi par le biais de courriers, mais on va également pouvoir agir en justice et puis engager évidemment des communiqués publics pour dénoncer des entraves. On va travailler avec la Ligue des droits de l'homme et puis l'ensemble des associations locales à la qualification des enjeux et au soutien des structures qui sont concernées par ces censures. Et évidemment, on va outiller petit à petit les compagnies pour qu'elles puissent se défendre et qu'elles puissent surtout prendre leurs décisions de manière éclairée, puisque nous sommes dans des rapports de force qui sont de plus en plus en défaveur des compagnies. Je terminerai cet enregistrement en vous parlant d'éducation populaire et de ruralité. Ça ne vous a pas échappé, la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, a placé son mandat sous l'égide de l'éducation populaire et de la ruralité, annonçant notamment un printemps de la ruralité qui prend la forme, et nous venons de le constater, d'un grand sondage, une grande enquête publique pour comprendre, connaître les enjeux des Français en milieu rural et en matière de culture. Ce que l'on a entendu jusqu'à présent, c'est que on pourrait aller vers des rapprochements entre patrimoine et culture, mais tout ça se confirmera ou s'infirmera lorsque le printemps aura démarré. Dans le même temps, on a la publication du rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles, l'IJAC, sur l'action des labels de la création dans les zones rurales. À l'intérieur de ce rapport, donc qui concerne à nouveau uniquement les labels, on voit que 89% des implantations de labels sont en zone de grands centres urbains et à l'inverse, que 5% de ces équipements sont là où 22 millions des Français habitent. Le rapport indique qu'il y a une opportunité de travailler sur ces zones rurales depuis la migration des populations urbaines vers les zones rurales suite à la crise du Covid. Et par ailleurs, le rapport indique plusieurs facteurs de réussite qui sont identifiés
et qui se trouvent être effectivement les facteurs qui nous semblent revêtir la question de l'irrigation des territoires et ce que l'on appelle aussi l'infusion territoriale, l'inscription dans le temps long, la co-construction avec les territoires et la capacité à agir en réseau avec les lieux de proximité. Pour conclure sur cette question, nous allons engager, là encore cette année, un vaste travail de promotion du travail des compagnies pour les rendre visibles et réoccuper le terrain, puisque nous le savons, les premiers producteurs et les premiers travailleurs de proximité, ce sont les compagnies qui sont généralement dans ces zones blanches, dans ces zones de désert culturel, et ce sont les premières à être au contact avec les populations. Nous allons participer au congrès de la Fédération nationale des collectivités de la culture en avril à Marseille pour soutenir là encore nos plaidoyers. Et puis nous avons sollicité des rendez-vous auprès du cabinet de la ministre et de la délégation en charge des territoires. Je ne peux pas terminer ce temps sans vous rappeler que l'année 2024 est une année importante, c'est l'année de la représentativité, c'est le moment où les syndicats sont jugés, jaugés sur leur nombre d'adhérents pour l'année, et ça va permettre de connaître leur poids dans les 4 années à venir. En tant qu'employeur, vous payez le Fonds commun d'aide au paritarisme, le FCAP. Sachez que si vous n'adhérez pas à un syndicat, ce FCAP sera versé de manière proportionnelle au poids des organisations dans la branche à laquelle vous appartenez. Si c'est du côté du public, votre FCAP sera réparti par rapport aux représentants, aux syndicats les plus représentatifs, à savoir le Syndeac et Force Musicale. Et si c'est du côté du privé, eh bien, ça ira du côté de la variété, des cabarets et des théâtres privés. C'est donc une année importante pour faire entendre votre voix et quelle que soit votre opinion, il est important, nous semble-t-il, cette année, d'adhérer à un syndicat. Voilà, c'est fini pour cette séance de rattrapage et de décryptage. À la prochaine!